Guillaume Soro rejette sa condamnation à la prison à vie. L'ancien président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire a saisi des juridictions supérieures pour contester le verdict de la cour d'assises d'Abidjan. Un seul mandat ne suffira pas à Félix Tshisekedi. Le président de la République démocratique du Congo a fait savoir qu'il sera candidat en 2023. Annonce faite au cours d'une interview. Et puis en Éthiopie, le gouvernement fédéral appelle les forces du Front de libération du peuple du Tigré à respecter le cessez-le-feu. C'est le chef de la diplomatie qui s'est exprimé. Propos à suivre. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro a saisi des juridictions supérieures contre sa condamnation la semaine dernière par contumace à la prison à perpétuité. Il était jugé pour atteinte à la sûreté de l'État. Précision. Nous avons introduit un recours en appel contre ce verdict et avons saisi des juridictions internationales, notamment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, a déclaré à l'AFP Souleymane Diallo. Le 23 juin, la Cour d'assises d'Abidjan avait condamné Guillaume Soro à la perpétuité et à 20 ans de prison ses principaux co-accusés, Souleymane Kamagaté, son ex-chef du protocole, Afoussi Bamba, son ancien ministre, et Touré Moussa, son ancien chef de la communication. Ce procès s'est tenu au mépris et en violation des règlements et de plusieurs décisions de la Cour africaine, a estimé Maître Diallo, soulignant que la Côte d'Ivoire s'est illustrée de la plus mauvaise des manières vis-à-vis des juridictions internationales. Le 22 avril 2020, la CADHP avait ordonné à Abidjan de suspendre son mandat d'arrêt contre Guillaume Soro et de remettre en liberté 19 de ses proches condamnés le 23 juin. Mais les autorités ivoiriennes avaient estimé que les décisions de la Cour africaine portaient atteinte à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, à l'autorité et au fonctionnement de sa justice. Le 23 juin, la Cour d'assises avait également ordonné la dissolution du mouvement de Guillaume Soro, Génération et Peuple Solidaire GPS, accusé de se livrer à des actes subversifs. Pour lui, ce sera la prison à perpétuité, avait déclaré en octobre 2020 le président Alassane Ouattara au sujet de Guillaume Soro, son ancien allié, accusé d'avoir fomenté avec ses partisans une insurrection civile et militaire visant à renverser le pouvoir lors de son retour avorté en Côte d'Ivoire en décembre 2019. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a limogé les ministres de la Défense, Chérif Sy, et celui de la Sécurité, Ousseini Compaoré, un remaniement qui intervient après de meurtrières attaques djihadistes ayant entraîné des manifestations selon un décret lu à la télévision nationale. Les ministres de la Défense, Chérif Sy, et de la Sécurité, Ousseini Compaoré du Burkina Faso, ont été limogés par le président. Le décret lu par le secrétaire général du gouvernement, Stéphane Sanou, fait état du remplacement du ministre de la Sécurité par Maxime Koné. Le président du Burkina Faso assume les fonctions de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, précise en second décret. Un nouveau gouvernement est en place. Le remaniement ministériel intervenu ce 30 juin 2021 s'inscrit dans ma volonté de donner un nouveau souffle à notre engagement face aux défis majeurs de notre nation, a déclaré Kaboré sur ses comptes Twitter et Facebook. L'accompagnement et le soutien de l'ensemble des filles et fils du Burkina Faso seront les ferments de ce nouvel exécutif dans la construction d'une nation sécurisée, de paix et de prospérité, a-t-il poursuivi. Le président Roch Marc Christian Kaboré avait déjà gardé ce portefeuille lors de son premier gouvernement en 2015 avant de s'en décharger quelques mois plus tard. À ses côtés, le colonel-major Aimé Barthélemy Semporé a été nommé ministre délégué chargé de la Défense nationale. Mi-juin, l'opposition avait réclamé la démission du Premier ministre Christophe Dabiré et du ministre de la Défense face à la montée des violences djihadistes de plus en plus meurtrières. Pour rappel, dans la nuit du 4 au 5 juin, des hommes armés, dont des jeunes âgés de 12 à 14 ans, selon les autorités, ont attaqué le village de Solane au nord-est, tuant au moins 132 personnes selon le gouvernement, 160 selon des sources locales. Des manifestations de colère de milliers de Burkinabés contre cette violence ont déjà eu lieu dans tout le pays et d'autres sont prévues le week-end prochain à l'appel de l'opposition et de la société civile.
Il est à mi-mandat, mais pense déjà à un second. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a annoncé ce jeudi qu'il se représentera en 2023. C'était pendant une interview à mi-chemin de la fin de quinquennat. Précision. Sur mon intention de me repositionner en 2023, je veux continuer. J'ai une vision pour ce pays. Je veux voir ce pays se transformer. Je crois que nous avons une chance, une occasion de transformer ce pays. Nous devons le faire, a déclaré le président Tshisekedi dans une interview à la télévision publique, la RTNC. Je ne veux pas qu'on pense que comme j'ai cette ambition, je vais me comporter comme si j'étais en campagne. Lorsque le travail sera fini, nous retournerons vers le peuple pour solliciter les suffrages, a ajouté le chef de l'État. 2 jours plus tôt, dans une autre interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique, Félix Tshisekedi avait tenu des propos similaires. J'ai le droit de faire 2 mandats. Pourquoi m'arrêterais-je en chemin? J'ai une vision pour ce pays, je veux la concrétiser. Si le peuple veut bien m'accorder ce second mandat, je poursuivrai ma mission. Et après, je passerai la main, avait-il alors déclaré. La Constitution congolaise limite à 2 le nombre de mandats d'une durée de 5 ans à la magistrature suprême. Ancien opposant, Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de la présidentielle controversée de décembre 2018 et a succédé à Joseph Kabila en janvier 2019. Les 2 hommes avaient alors signé un accord de coalition auquel Tshisekedi a mis fin en décembre 2020. Depuis, le chef de l'État a pris le contrôle de toutes les institutions du pays. Dans son interview, Félix Tshisekedi ne donne aucune garantie sur l'organisation de la présidentielle à l'échéance constitutionnelle de décembre 2023. Bien malin, celui qui pourra le garantir. Mais précisons les choses, le retard pris dans la désignation des membres de la CENI, la commission électorale, n'a rien à voir avec moi, a-t-il ajouté. La prolongation du mandat de Joseph Kabila au-delà de son terme le 20 décembre 2016 avait provoqué des tensions dans le pays. En Éthiopie, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a lancé un appel aux forces du Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF. Il leur demande notamment d'adhérer au cessez-le-feu unilatéral déclaré, c'était le 28 juin dernier par Addis Abeba. Pour mettre pleinement en œuvre un cessez-le-feu, il faut 2 parties comme au tango, a-t-il déclaré. Précision. L'Éthiopie a lancé jeudi un appel aux forces de front de libération du peuple du Tigré, les appelant à adhérer au cessez-le-feu unilatéral déclaré le 28 juin par Addis Abeba. Les troupes pro-TPLF ont repris lundi Mekele, capitale de la région en guerre du Tigré, marquant un tournant majeur après près de 8 mois de conflit entre les anciennes autorités régionales et le gouvernement fédéral. Addis Abeba avait décrété dans la foulée un cessez-le-feu unilatéral. La décision de suspendre les hostilités a été prise unilatéralement de notre côté. Mais bien sûr, pour mettre pleinement en œuvre un cessez-le-feu, il faut être 2, comme au tango. C'est à la partie adverse de réagir pour permettre la mise en œuvre effective du cessez-le-feu. La ville de Mekele était sous le contrôle de l'armée fédérale depuis le 28 novembre, 3 semaines après le lancement par le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de paix 2019, d'une offensive pour renverser les autorités locales issues du Front de libération du peuple du Tigré, qu'il l'accusait d'avoir attaqué des soldats fédéraux. Ils ont lancé leur offensive le 18 avril, à 3 jours des élections nationales très attendues qui se sont tenues dans une grande partie de l'Éthiopie. Le conflit a déjà fait des milliers de morts. Selon l'ONU, au moins 350 000 personnes se trouvent en situation de famine dans la région, ce que conteste le gouvernement d'Éthiopie. La plus haute juridiction sud-africaine a blanchi le président Cyril Ramaphosa au sujet d'une controverse sur le blanchiment de sa campagne, le financement de sa campagne. C'était en 2017 pour la direction de son parti. La juridiction a estimé notamment qu'il n'avait pas tenté de cacher au Parlement un don électoral. Le président ne pouvait pas, par inadvertance et délibérément, induire le Parlement en erreur, car ces 2 mots ne peuvent pas s'appliquer en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Par conséquent, la médiatrice de la République a eu tort sur les faits et sur le plan légal en ce qui concerne la question de savoir si le président avait délibérément trompé le Parlement, et la Haute Cour a eu raison d'annuler sa conclusion.
Les éléments du dossier montrent que le président n'a pas bénéficié personnellement des dons faits à la campagne de la CR17. La médiatrice de la République ne l'a peut-être pas cru, mais elle n'a pas rejeté cette preuve. Par conséquent, le jugement doit avoir été rendu sur la base de cette preuve. Ces deux questions ne faisaient partie d'aucune des plaintes soumises à la médiatrice de la République. En conséquence, elle n'avait pas le pouvoir d'enquêter sur des faits ne faisant pas partie des plaintes. Les bailleurs de fonds internationaux ont promis ce mercredi 600 millions d'euros au géant pharmaceutique sud-africain Aspen. C'est pour donc relancer la production de vaccins contre le coronavirus en Afrique, où seulement 1% de la population est vaccinée. Le continent africain, qui dépend principalement de l'aide à l'approvisionnement de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Union africaine, est loin derrière le reste du monde pour l'immunisation de sa population, alors qu'il fait face à une troisième vague virulente du Covid-19. L'institution de développement de la Banque mondiale, société financière internationale, assise sur le secteur privé dans les pays émergents, a annoncé ce mercredi un financement de 600 millions d'euros pour Aspen afin de soutenir le développement de vaccins pour les pays africains. L'enveloppe sera cofinancée par des institutions de développement françaises, allemandes et américaines. Le département d'État américain a déclaré dans un communiqué que ce financement soutient l'objectif de l'administration d'augmenter la production de vaccins, investir dans l'ingéniosité et la résilience de l'Afrique et d'aider la communauté mondiale à vaincre cette pandémie. Les gouvernements africains et l'OMS ont régulièrement appelé les pays les plus dotés à soutenir les États en manque de vaccins. Les pays occidentaux se sont vus reprocher de n'avoir pas encore tenu leur promesse de fournir 1 milliard de doses aux États les plus pauvres. Aspen importe déjà dans son centre de Port Elizabeth en Afrique du Sud les composants du vaccin américain Johnson & Johnson pour les conditionner sur place. Et l'entreprise pharmaceutique recherche activement des possibilités d'étendre et renforcer la fabrication de vaccins, a-t-elle affirmé dans un communiqué. L'Afrique du Sud et l'Inde sont à la tête d'une campagne pour la levée temporaire des brevets sur les vaccins contre le Covid-19 afin de permettre à chaque pays de produire des versions génériques moins chères. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a plusieurs fois dénoncé un apartheid vaccinal favorisant les pays riches. L'Afrique du Sud doit bientôt être dotée d'un centre de transfert de technologie sur les vaccins. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.